Voilà, nous sommes sur un thème, la synchronicité en unité, qui est à sa cinquième séance, hein. C'est un thème que nous avons commencé, je crois, en mars, avec cette idée, bon, de travailler la synchronicité. C'était dans la continuité d'un atelier que je donnais sur Paris, dans le cadre des signatures et de la promotion de mon dernier livre sur vivre la synchronicité par les contes. Et à l'occasion de ce séminaire est apparu de travailler la synchronicité d'un point de vue différent que celui qu'on travaille généralement. Généralement, on se vit au cœur des synchronicités. On est un peu le centre du monde dans ces moments très, très étonnants que sont les synchronicités, où tout à coup, on a l'impression que l'univers conspire à notre accomplissement. Et c'est difficile de ne pas se retrouver tout à coup comme au centre de cette merveille, tellement elle est saisissante, alors qu'on pourrait très bien, et c'est ce que nous avons entrepris à ce moment-là, vivre les synchronicités non plus du point de vue du héros que nous sommes, de la personne que nous sommes avec ses représentations, mais du point de vue du flux de la conscience elle-même, voyez, du point de vue de l'absolu. C'est un glissement dans le point de vue qu'on peut vivre, selon lequel on peut vivre cette expérience. C'est un glissement qui est intéressant et que je vous ai présenté à travers une méditation de conscience qui est répétée dans chaque document de préparation, hein. Vous avez dû, vous le revoyez chaque fois, euh, et c'est important de l'intégrer. C'est un document très fort qui n'est pas de moi, hein. Je l'ai emprunté à, à des Belges qui donnent des formations sur l'éveil, et ils ont une approche très ils ont une approche laïque de l'éveil, une approche euh, inspirée des neurosciences, qui, qui vient identifier tout ce point de vue égocentrique et cette manière de référer toujours à soi-même et à l'individu que nous sommes comme un mécanisme neuronal. Et c'est vraiment intéressant de prendre conscience de ça. Il y a un mécanisme neuronal et les psychologies positives vont dans ce sens-là. Il y a un mécanisme neuronal qui occupe toute notre attention au quotidien et qui peut être décroché, qui peut être mis en suspens, qui peut être, oui, mis en suspens lorsque on mobilise l'attention d'une manière intensive. Lorsqu'on met l'esprit à la tâche, d'une certaine manière, il y a un mécanisme d'attention qui se manifeste, qui fait que l'attention se retourne sur elle-même. Alors ça, c'est une chose qui est bien connue dans les pratiques d'éveil, notamment qui procèdent de la vacuité, comme ça se pratique en Orient notamment, hein. C'est-à-dire l'attention, si on mobilise l'attention d'une manière extrêmement intensive, à un certain moment, elle devient elle-même le propre objet d'attention. Tout à coup, l'attention se porte sur elle-même quand elle est un peu dépassée, vous voyez. Quand elle est sollicitée d'une manière extrême, elle se retourne sur elle-même et elle prend conscience d'elle-même. Et ce retournement de l'attention favorise le décrochage de ce système neuronal mécanique qui est de vivre les choses d'un point de vue égocentré, soi-même comme personne séparée. Et j'ai découvert cette méditation de conscience et je l'ai reprise pour faire ce travail. Donc, sans aller chercher spécialement un dogme quelconque, il est possible, à partir de cette méditation de conscience, qui est très simple, que j'avais déjà vu ailleurs, que j'ai vu chez Jean Klein, par exemple, cette distinction entre les objets de conscience, les objets de perception et le champ de perception. Les objets de perception ont comme caractéristique que ils ont des limites. Hein, ce qui caractérise un objet, c'est ses limites. À la fin des limites de l'objet, on passe à autre chose. Hein. Une chose, par ses limites, se présente comme un objet. Et c'est intéressant de voir que du matin au soir, on projette des objets. Et malheureusement, on s'identifie à ces objets. Et soi-même, on se vit comme objet, en réalité, comme un personnage,
comme une personne, avec des contours, ce qui fait que c'est se vivre comme objet. Nos émotions, nos pensées, nos perceptions, tout cela, nous avons tendance à les circonscrire dans des contours et en nous identifiant à eux pour finalement se retrouver dans des limites, les limites de la personne, de la représentation de soi-même, qui fait que ce sont des objets. Et il est intéressant de ressentir, en même temps que l'on se vit comme objet, ces objets apparaissent dans un champ de perception, un champ de conscience qui, lui, n'a pas de contour. Vous voyez, si dans le moment, par exemple, dans le moment où nous sommes là sur les écrans, à définir nos images, donc avec des contours, et même l'expérience que nous vivons, elle a des contours, il n'empêche que le champ de conscience dans lequel ces objets apparaissent, là, les objets dont nous parlons, il n'empêche que ce champ de conscience-là, il était là hier, il était là il y a 10 jours, il était là il y a 10 ans, et il sera là peut-être dans 10 ans encore, vous voyez. Le champ de conscience n'a pas de limite lui-même. La conscience dans laquelle apparaissent tous ces objets, cette conscience, et même on le sait à travers les expériences de mort imminente, cette conscience, même quand le cerveau est arrêté, continue de fonctionner, continue de faire apparaître des objets dans les morts, les expériences de mort imminente, ça se voit très bien. Donc c'est très surprenant. C'est-à-dire que la conscience n'est pas relative au cerveau. La conscience est indépendante du cerveau, c'est ce qu'on connaît maintenant. Bref, sans aller plus loin là-dedans, je vous invite, nous, dans l'expérience que nous faisons, à bien intégrer cette distinction. Donc, les objets de perception, les objets de conscience et le champ de conscience dans lequel apparaissent ces objets. C'est un peu comme cette image qui est très, très souvent utilisée, les vagues sur l'océan et l'océan lui-même. À regarder les vagues, quand on regarde la mer, on regarde les vagues, on regarde les manifestations. On n'est pas au contact vraiment de l'océan, on est plus au contact des vagues et à la magnificence de ces apparitions tellement, tellement riches, tellement multiples. Et sans s'en rendre compte, on s'identifie aux vagues qui nous voilent l'océan en tant que tel, dans son infinitude d'une certaine manière. On est avec quelque chose de limité, alors qu'en réalité, le lieu lui-même, l'océan, on pourrait dire en tant qu'image, une métaphore, est infini et sans limite. Ce qui n'est pas tout à fait exact, bien sûr, mais en tant que métaphore. Et c'est très important de pouvoir distinguer donc les objets de conscience du champ de conscience, parce que si les objets sont relatifs, avec des limites, le champ de conscience n'étant pas limité, est absolu en fait. Et à fréquenter dans le même temps où l'on est en train de percevoir ou de faire exister des objets de conscience, dans le même temps où on fait exister ces objets avec leurs contours, si on peut ressentir le champ de conscience lui-même, et c'est possible, si l'on peut ressentir, on ressent de l'absolu. Et il est intéressant d'essayer de développer la perception de ce champ en son absolu, en son illimité, en son intemporel, en son infinitude, etc. Car c'est l'occasion de fréquenter l'absolu lorsqu'on est assujetti du matin au soir au relatif et aux limites et à l'image, renvoyée à l'image de soi-même euh, dans ses contours, dans ses limites, dans son impuissance. L'image que nous avons de nous-mêmes est une image avec des contours, est une image enfermée dans des limites qui nous donne ce goût d'impuissance, de difficulté, de souffrance. N'est-ce pas? Je ne dis pas des choses extraordinaires en disant tout ça. Et c'est ça qu'on fréquente du matin au soir, en faisant des efforts de créativité pour élargir ces limites de manière ponctuelle, à travers des percées créatrices que nous pouvons avoir, des ouvertures de conscience, mais toujours ramener néanmoins dans les limites de l'image de soi des personnages qui nous constituent et que nous vivons de manière inconsciente, etc. Euh, donc, il est intéressant, c'est la base du travail que nous faisons, là, quand nous proposons de vivre la synchronicité en unité, nous nous proposons de développer
d'intensifier cette perception du champ de conscience en tant qu'absolu, en tant qu'illimité, en tant qu'intemporel, en tant que partout, en tant que et en élargissant ces définitions, ces caractéristiques. Hein, nous faisons un travail à l'aide des caractéristiques de conscience, à l'aide de ces noms de Dieu, qu'on peut appeler noms de Dieu, puisque c'est cette source-là que j'utilise pour caractériser la conscience. Mais voilà, donc à la faveur de ces noms, de ces caractéristiques de conscience, qui sont des caractéristiques d'absolu, à distinguer entre les objets de conscience et le champ de conscience, à enrichir notre perception, à travailler notre perception du champ de conscience, nous nous rapprochons de cet absolu, nous apprenons, enfin nous exerçons à ressentir cet absolu en des caractéristiques distinctes qui nous amènent à fréquenter cet absolu. Et l'enjeu, c'est de développer une fréquentation de l'absolu pour nous libérer progressivement ou nous absenter progressivement de cet assujettissement aux limites de notre moi égocentrique. Donc, il est tout à fait pertinent d'essayer de vivre la synchronicité, les grands moments de synchronicité, les grands moments d'être. Hein, les moments de synchronicité sont des moments d'être qui souvent sont requalifiés par le personnage, par l'image de nous-mêmes comme des moments extraordinaires où on est le centre du monde. Hein, et on requalifie ces moments d'être dans les dimensions de notre personne et les dimensions étroites hein, de l'image de nous-mêmes, malheureusement. C'est là que d'essayer de vivre ces grands moments de synchronicité où tout s'aligne indépendamment de la loi de causalité, dans cette espèce d'ouverture d'un arrière-plan où tout fonctionne ensemble et s'aligne en fusion. Hein. Revivre ces moments de synchronicité en essayant de perdre, en essayant de se soustraire au point de vue égocentrique, au point de vue de soi-même comme héros de ces moments-là, en ouvrant le point de vue du champ de conscience, en ouvrant le point de vue d'une unité, d'un champ unique et total qu'est le champ de conscience, nous nous absentons de cette étroitesse à laquelle nous sommes ramenés mécaniquement du matin au soir. C'est ça la perspective de ce que nous faisons. Et les synchronicités ont quelque chose de très attractif. On est friand des synchronicités parce que c'est sûr qu'il y a un goût de réalité, de vérité dans les synchronicités qui fait qu'on est enclin à ça, on recherche ça. Pouvoir le rechercher et le vivre, effectivement, à partir de l'absolu de soi-même, si on peut dire les choses comme ça, c'est en effet s'ouvrir à cette perspective si précieuse d'une manière plus vraie, plus conforme au réel, à savoir que nous sommes conscience, conscience absolue. Et il est possible de développer cette expérience. Alors, comment nous faisons ça? Nous faisons ça, donc si on est bien au fait de cette distinction, objet de perception, champ de perception, objet de conscience, champ de conscience, objet avec les limites et champ de conscience illimité, sans contour, dont on peut dire, nommer des caractéristiques. On peut dire de ce champ de conscience qu'il est illimité, on peut dire qu'il est hors du temps, on peut dire qu'il est partout, on peut dire qu'il est vide. Mais tout cela absolument vide, absolument partout, absolument intemporel, absolument élevé, absolument généreux. Vous voyez, on peut, et il faut apprendre à faire cette gymnastique d'une certaine manière, hein, de fréquentation, de caractéristiques absolues
comme dans des moments privilégiés, on a pu, dans des ouvertures de conscience, les contacter, hein, tout simplement. On a tous connu ça déjà, des moments d'ouverture de cette façon. Je vous demande pardon, il y a quelqu'un qui appelle par rapport à nous. Oui, Oui, bonjour Jean-Pascal Chian. oui. Je ne peux pas me connecter. Ben, je ne sais pas quoi te dire. C'est bien sur le même pro. Je me suis connectée depuis le 27 juillet. Je Ah n'ai non, non, rien envoyé d'autre. Hein. c'est pas bon. Non, non, j'en ai envoyé un autre. Ah ben, je n'ai pas reçu. Alors, attends, comment on peut faire ça? Oh, non, d'accord. Alors, attends, comment on peut faire ça? Moins 5, j'attends. Je, je l'ai envoyé à un de tes amis. Il y a un de tes amis qui l'a demandé. Oui, Gérard. Demande-lui, demande-lui. Il peut te le donner. Pour moi, c'est difficile, je suis en séance là maintenant. Bon, d'accord. Bon, je vous rejoins. Oui. Merci. Allez, à tout de suite, bonne chance. Excusez-moi, quelqu'un qui va nous rejoindre. Il y a eu un petit cafouillage. Donc, Tu parlais de la vastitude du vide, ça peut t'aider. Oui, nous exercer à nommer les caractéristiques, nous procédons essentiellement hein, par rapport à cette perspective, nous procédons à fréquenter cet absolu de la conscience à travers des caractéristiques que nous allons invoquer, hein, le mode que nous avons entrepris pour fréquenter cet infini de la conscience, c'est d'invoquer chaque mois, à l'occasion d'une rencontre comme celle que nous faisons là maintenant, à l'issue de cette rencontre, nous tirons au sort l'une des caractéristiques de conscience avec laquelle nous allons vivre pendant tout le mois. Et nous tirons au sort ces caractéristiques de 1 à 99 parmi les noms de Dieu qui sont dans l'islam pratiqués d'une manière assez avancée, hein, qui sont pratiqués ailleurs. Hein. C'est pratiqué dans le judaïsme, c'est pratiqué dans le christianisme, mais c'est présenté d'une manière très, enfin, qui a été développé avec beaucoup d'expérience dans l'islam, c'est ces noms-là que j'ai repris, moi, comme caractéristiques de conscience. Donc, je vous demande de mettre à distance, si vous voulez, les aspects dogmatiques qui peuvent y être associés. Hein, il n'y a pas besoin de se référer au Coran pour utiliser ces noms de Dieu qui apparaissent dans le Coran. C'est vraiment pas nécessaire. Il est intéressant, justement, de se réapproprier, si je puis dire, ces noms-là comme caractéristique de conscience, parce que ça ouvre la perspective du ressentir de la conscience, c'est-à-dire le champ de conscience avec ces magnifiques nuances que proposent ces noms. Et c'est ça que nous utilisons, donc, dans nos réunions. Nous tirons au sort un de ces noms et nous vivons pendant un mois avec ce nom-là. Donc, aujourd'hui, nous sommes à partager les expériences de synchronicité que nous aurons fait à l'occasion de cette invocation de la conscience, du champ de conscience, selon telle ou telle caractéristique. Par exemple, un champ de conscience comme celui qui abaisse les fiers. C'est un nom que j'ai travaillé moi ce mois-ci et je peux vous en donner le témoignage en même temps que je rappelle les bases hein, de notre travail. Est-ce qu'un champ de conscience peut être de nature à abaisser la fierté, voyez, à abaisser l'orgueil, à abaisser l'arrogance de la séparation ou de l'autosuffisance? Qu'est-ce que la fierté? C'est intéressant, dans une époque comme celle d'aujourd'hui, avec ces Jeux olympiques où souvent les athlètes sont ramenés voilà, à glorifier le travail, l'agilité, le génie hein, qui leur est propre. Hein, et de fait, ils sont tout à fait remarquables. Mais vous voyez,
Et dans les compétitions, il y a des moments extrêmement décisifs. Il y a des inspirations décisives qui, qui leur adviennent. Donc, c'est vraiment de l'ordre de la conscience, de l'ouverture de la conscience. Mais cela, plutôt, disons, dans l'économie générale des esprits, c'est plutôt à la gloire de ces athlètes. Et la tendance, c'est de glorifier les personnes, de glorifier, encore une fois, les contours, de ramener ces moments extraordinaires, ces instants d'ouverture qui leur adviennent dans l'exercice de leur agilité, si je puis dire, de ramener ça, vous voyez, aux limites de la personne, alors que ça pourrait tout à fait être mis en valeur pour glorifier la conscience, pour glorifier le champ de conscience, l'absolu, d'où ça vient. C'est de là que ça vient. Ça vient de l'absolu même. Hein, ces ouvertures, ça vient de la conscience elle-même. Donc, par exemple, vous voyez, est-ce que à solliciter le champ de conscience en tant qu'il vient faire miroir à cette au moi séparé qui se glorifie de ces ouvertures? Et c'est ce que nous vivons, c'est ce que nous avons tendance à vivre. Hein, dans toutes les situations difficiles où nous nous trouvons, que nous ayons des inspirations, que nous ayons des ouvertures de conscience, que nous ayons des percées créatrices qui nous soulagent, etc., on a tendance à rapporter ça à notre personne, à vivre ça dans les limites de la personne, hein, dans nos contours, encore une fois, comme objet, hein, de perception, comme objet de conscience, alors que cela devrait être envoyé à la source d'où cela vient, c'est-à-dire au champ de conscience, à la conscience elle-même que nous sommes. Nous sommes aussi ce champ de conscience, et cette conscience, une, d'où apparaissent toutes ces percées créatrices, tous ces moments d'ouverture, toutes ces coïncidences, toutes ces synchronicités. Vous voyez, si nous entendons synchronicité d'une manière assez large, comme alignement de facteurs intellectuels dans des associations d'idées géniales ou dans des sentiments remarquables, tout à coup extrêmement puissants, hein, de sentiments, hein, d'amour par exemple, ou dans des relâchements physiques, où tout à coup le corps vient lui-même à l'unisson de la conscience. Que tous ces moments-là puissent être reconnus, bon, appelons-les synchronicités dans le travail que nous faisons, hein, coïncidence, alignement, synchronicité d'une manière large, eh bien, peut-on attirer de telles coïncidences, de tels alignements à partir de l'invocation d'une qualité de conscience? Vous voyez, à partir de l'invocation de champs de conscience qui abaissent les fiers. Pour reprendre la formulation un peu délicate, un peu difficile, hein, de ces noms de Dieu. Mais comme je l'ai introduit, la fierté de l'ego, la fierté du pensée séparé qui s'approprie la conscience. C'est ça qu'il faut entendre par fierté, hein, en l'occurrence, celui qui abaisse les fiers. Est-ce qu'à invoquer celui qui abaisse les fiers, on peut s'attendre à voir apparaître des objets de perception, d'abaissement de la fierté, vous voyez? Alors moi, je pourrais vous donner un exemple. Par exemple, j'étais à un concert il y a 2 jours, et avec ce nom-là, hein, celui qui abaisse les fiers, et était donné une mélodie de Debussy, les chants de Bilitis, qui était une mélodie que j'ai beaucoup aimée quand j'étais adolescent. Et tout à coup, là, à ce concert, je me retrouvais dans une sorte de, vous voyez, un objet nostalgique d'un moment de mon passé qui s'animait à l'occasion de l'écoute d'un musicien, d'une chanteuse accompagnée par un pianiste et qui donnait cette pièce. Et c'était vraiment frappant comment, je pourrais dire, ça relevait de celui qui abaisse les fiers, vous voyez? C'est-à-dire tout à coup venait se mettre au premier plan
une image de moi-même, une part de moi-même activée avec nostalgie, présence à moi-même de mon passé, vous voyez, dans ses contours, fermés, étroits. Quand une chanteuse disait cette musique, enfin exprimait cette musique d'une manière tellement vivante. Et moi, j'étais dans ma nostalgie, j'étais dans mes contours, dans ma pauvreté de personne, si je puis dire, alors que quelque chose de grand était en train de se faire. Une musique était donnée par une personne qui, elle-même, avant de chanter cela comme elle le chantait, quel travail il y avait, vous voyez, quel flux de conscience était derrière tout ça. Et dans le miroir de ce nom, c'était vraiment intéressant tout à coup de vivre ça très, très simplement, vous voyez, sans culpabilité particulière, sinon que juste là, dans le miroir de ce nom, pouvait se vivre, euh, se démasquer une, 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 euh, une évocation passée, limitée, quand, en tant que conscience, s'exprimait quelque chose d'absolu. Une musique miraculeuse, hein, inspirée, des musiciens inspirés, et le fait d'être là à ce moment-là, et que cela ait lieu. Si vous voulez, la conscience était là, en train de répondre à mon appel, à me risquer à être abaissé dans ma fierté. Donc c'est un peu ça la question pour nous tous dans ce que nous faisons, hein, à invoquer des caractéristiques de conscience. Nous appelons la possibilité de percevoir depuis la conscience elle-même, de percevoir depuis l'absolu les contenus existentiels qui posent question, n'est-ce pas? euh, Toute notre vie du matin au soir, en tant qu'elle est succession d'objets de conscience, d'objets avec leurs contours, mais apparaissant dans un champ de conscience, sont l'occasion d'exercer et de faire ce choix entre les objets égocentriques, parce que c'est les objets que nous contournons, que nous définissons dans leurs limites, en réalité, ont à voir avec un moi séparé qui se projette. Parce que d'une personne à l'autre, on ne projette pas les mêmes objets. Hein, les objets sont singuliers, sont éminemment singuliers, mais la marque comme marque de nos propres limites est pure illusion d'une certaine façon. Quand, néanmoins, un champ de conscience est présent dans lequel ces objets apparaissent. Et ce champ de conscience pourrait être perçu. Donc, nous, par le recours à ces noms, par le choix d'un nom chaque mois, pour nous mettre dans le miroir de ce nom, nous essayons de développer cette fréquentation de l'absolu, du champ de conscience, de la conscience elle-même, présente à chaque instant, présente du matin au soir, mais méconnue, ignorée du fait de ce mécanisme neuronal, hein, qui fait qu'on se projette en image limitée, en perception limitée, avec des contours, s'identifiant à ces contours et souffrant dedans, pratiquement, hein, on peut dire. Souffrant ou en tout cas s'ennuyant, ou, etc. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, hein, sur la manière dont on existe et on se vit dans notre champ existentiel. Donc voilà, si j'ai rappelé assez évidemment ce que nous faisons, notre ambition, à travers le choix d'un nom comme caractéristique de conscience, invocation de ce nom, collecte, donc, à partir de l'évocation de ce nom et dans le miroir de son nom, collecte de moments vivants, collecte d'inspiration que la conscience ne va pas manquer de nous envoyer en rapport avec les situations de notre existence qui peuvent apparaître dans le miroir de ce champ de conscience.
si vous reconnaissez, si j'ai bien dit si j'ai bien repris l'objectif de notre travail, si l'exemple que je viens de vous donner, le témoignage que je viens de vous donner est clair, voilà, nous sommes là ici pour échanger des témoignages du même ordre. Comment, dans le miroir d'un nom, invoquant ce nom, nous avons vu des coïncidences arriver dans notre vie, des alignements se faire qui sont en rapport avec ce nom. Donc, un nom qui, là, comme je l'ai dit, celui qui abaisse les fiers, un champ de conscience qui viendrait faire miroir à l'arrogance d'une fierté, voilà, inhérente au moi séparé, qu'est-ce que ça peut engendrer comme réponse, voyez? Bah, je vous en ai cité une, j'étais à ce concert et tout à coup, je me suis vu complètement à côté, à écouter d'une manière pauvre et fermée, nostalgique, quand il y avait une magnifique expression. Vous voyez, je suis en train de... J'étais à me priver de quelque chose, hein, enfermé dans mes limites, alors que j'ai pu rouvrir tout de suite, bien sûr, et recevoir cette musique d'une manière vivante et comme conscience, vous voyez, comme don voilà, j'ai pu recevoir cette musique et glorifier la conscience qui était la source de ce moment-là. C'est ça qui est l'enjeu, en fait. Alors, dans le miroir du conte, nous ajoutons quelque chose. Il y avait un conte dans la préparation de cette réunion. Alors, si nous faisons ce travail avec les noms, que je viens de rappeler, nous ajoutons aussi, avec la sagesse des contes, un certain regard sur ce mécanisme de présence aux ouvertures de conscience que le choix d'une caractéristique de conscience va prédisposer. Et dans cette travaillant la synchronicité en unité, nous sommes à une 5e séance, après une première séance, vous vous rappelez, avec le conte de la gardeuse d'oie, où nous avions manifesté comme clé de sagesse qu'à reconnaître la conscience, à faire cette distinction des objets de conscience et du champ de conscience, nous pourrions nous retrouver en miroir et voir l'usurpateur. Donc, un premier conte nous avait dit, vous savez, il y a un usurpateur dans les phénomènes de conscience que nous recherchons. La synchronicité, ce sont des phénomènes de conscience très, très attractifs que nous recherchons pour la vérité dont ils sont porteurs. Donc, dans cette quête de vérité, dans cette quête de moments intenses, nous aurons affaire à un usurpateur. Et il est intéressant de faire ce travail avec cette idée de mise en miroir. C'était le premier conte, la gardeuse d'oie. Avec le deuxième conte, nous avons posé la question de la foi que nous avons en cela. Vous vous rappelez, c'était avec la boule de cristal. Et jusqu'où avons-nous foi à invoquer le champ de conscience avec telle ou telle caractéristique? Jusqu'où avons-nous foi qu'il nous répondra? Vous vous rappelez, dans la boule de cristal, il s'agissait d'aller combattre le roc qui, si on le perçait, tout à coup lâcherait un oiseau de feu qu'il faudrait rattraper, lequel tient dans ses serres une boule de cristal qu'il faut lui faire lâcher. Et si la boule de cristal tombe sur le sol, elle va créer un incendie. Comment pouvoir faire une chose pareille? Voyez? Avons-nous la foi que néanmoins, si nous nous impliquons là-dedans, quelque chose se passera, comme cela est proposé. C'était le deuxième conte, nous posait la question de notre foi envers le champ de conscience, envers cet absolu, dans la gestion de notre existence, où nous construisons des objets du matin au soir. Si nous appelons, si nous invoquons la conscience elle-même, viendra-t-elle nous répondre? Nous répondra-t-elle? Pouvons-nous nous engager pour elle et attendre jusqu'où va notre foi à attendre ces réponses? C'était le deuxième point dans l'approche, c'est-à-dire quelle foi avons-nous en la conscience? Avec le troisième conte qui était, je crois, le genévrier, on s'était retrouvé à faire
à faire ce retour au centre. Hein, quand je me mets dans le miroir d'un nom que j'ai invoqué, d'une certaine manière, je fais un retour au centre absolu. Est-ce que je suis prêt? Donc, si j'en ai la foi, on se retourne au centre. Est-ce que je suis prêt à regarder la magie incroyable qui peut surgir? Et vous vous rappelez comment, dans le retour au centre, quand euh, la petite sœur met les derniers restes de son frère au pied du genévrier, tout à coup, de là jaillit un oiseau qui va faire un grand circuit et va, à travers un champ, attirer des réponses, hein, à la fois pour son père, à la fois pour sa sœur, à la fois pour sa mère, sa marâtre. Hein, vous vous rappelez de ça? Et c'est époustouflant, cette magie est époustouflante. Et c'est une magie qu'on avait déjà vue dans le conte de la gardeuse d'oie qui commande au vent. Vous voyez, il y a une magie incroyable. Si on fait ce retour au centre, il y a une magie incroyable. Si on fait un retour au centre en appelant, en invoquant des noms, des caractéristiques de conscience, soyons prêts à rencontrer une magie inattendue. Hein, c'est ça, le but de chaque conte, c'est venir nous interpeller, venir nourrir l'acte que nous faisons, hein, de nous mettre en expectative de la conscience, des réponses de la conscience, euh, euh, avec une certaine couleur. Là, sommes-nous prêts à recevoir une magie absolument improbable? Avec le quatrième conte, Fuseau, navette et aiguille, nous étions invités à faire ce retour au centre, à vivre ça comme un acte de communion. Hein, on avait vu comment le prince, comment la jeune fille orientée au sacré, comment la marraine qui avait préparé les mémoires, comment le royaume lui-même dans son intention prophétique, si on peut dire, dans sa mission prophétique, comment tout cela était orienté en communion avec l'un, attendant que tout à coup ça se mette en mouvement. Et comment cela se mettra-t-il en mouvement? Quand? À quelle faveur? On ne sait pas. Voyez? On ne sait pas. Sinon qu'il faut être là, prêt pour ça. Et donc, ça nous posait cette question. Êtes-vous prêt à une communion active avec cet arrière-plan, avec la conscience elle-même qui, appelée, va se manifester? C'était notre quatrième séance. Et maintenant, avec cette cinquième séance, nous sommes à... Quand on ressent vraiment cette histoire, donc je vais en dire un mot là, le conte du langage des animaux, qui essentiellement met en scène la difficulté à tenir le secret dans des conditions presque de harcèlement, des conditions d'indiscrétion. Hein. Comment, si on est tenu au secret pour un don exceptionnel, vivre ce don exceptionnel en pleine ouverture, sans rien cacher, mais sans rien dire, en gardant le secret, n'est-ce pas? C'est ça qui est posé. Et c'est vraiment intéressant parce que si on veut vivre ce défi sur ses propres forces, on va se planter. On ne peut pas vivre ce défi sur ses propres forces à partir de l'image de soi-même, à partir de la construction que nous faisons de notre moi égocentrique. À un moment, on va se planter, on va faire quelque chose qui... On ne peut pas. Il faut faire avec la totalité de l'arrière-plan. Et il faut le faire avec un acte de foi assez simple, d'ailleurs qu'on a déjà vu, mais qui est là vraiment au centre. Il faut le faire avec le fait, si la vie, si la conscience m'a donné un tel don, celui du langage des animaux, celui d'accéder comme ça, d'une manière aux informations d'une façon directe. Cela qui m'a donné ce don, que cela m'y maintienne, vous voyez, que cela m'y garde. Moi, je ne peux pas me garder. C'est tellement, ça me dépasse tellement tout cela. Comment pourrais-je me garder moi-même, qui suis tellement restreint dans ma construction du monde? Par contre,
cela qui m'a donné ça et qui m'a mis à cette place, que cela me garde. Et vous voyez, et c'est un mode en communion, encore une fois, comme nous avons vu précédemment, mais c'est un mode en communion qui, là, dans l'histoire, est développé d'une façon extrêmement vivante. Parce qu'à partir du moment où le personnage le chasseur, on va l'appeler comme ça, a décidé, en effet, de vivre le don en pleine ouverture, non pas séparément, hein, en chasseur dans son coin, ensuite revenant à la maison et essayant de séparer les deux. Non, non. Maintenant, il a décidé de vivre avec cet acte de foi, son don, de manière ouverte, mais sans rien avoir à en dire jamais. Mais en se remettant complètement à l'arrière-plan. Et voilà comment il va vivre son don, étant une ressource pour tous, étant un réactif dans le champ de la réalité, n'anticipant rien, mais se laissant emmener par les coïncidences qui surgissent au gré de toutes les mémoires qui sont mises en effervescence. Ce qui est remarquable dans cette histoire, c'est comment tout est mis en mouvement par sa seule présence, porteur de ce don, qu'il vit en totale ouverture et abandon à la conscience elle-même. Comment, après une expérience pareille, ne pas vouloir se fondre de façon définitive avec cet arrière-plan? Vous voyez, c'est ça la question que je pose, moi, avec cette 5e séance, et que je pose aux expériences que vous avez pu faire. Si vous regardez comment, dans les réponses que la conscience vous envoie à travers des coïncidences, dès l'instant que vous avez invoqué un nom précis et que vous voyez ces manifestations dans votre vie, franchement, il est vraiment intéressant de connaître si ce n'est pas ça qu'on voudrait par-dessus tout. Vous voyez, être dans ce flux actif qui prend tout en charge et où nous sommes participants, totalement participants, mais sans avoir besoin de revenir dans nos contours. On peut être sans nos contours dans ce champ illimité. Regardez, je pense au passage, ça me vient comme ça. Regardez comment dans les relations avec les êtres qu'on aime, combien de frustrations on vit par le fait des contours selon lesquels on se vit. Et comment les rencontres se font de contour à contour, par friction de contour, dans l'impossibilité à rejoindre l'autre, d'une certaine manière. Alors qu'il est possible de rejoindre l'autre. D'ailleurs, des moments exceptionnels font que tout à coup, des alignements se produisent où, par une synchronicité, il y a une rencontre totale, hein, en fusion totale. Ça nous est déjà arrivé. Mais comment retrouver ça? On ne sait pas comment retrouver ça. D'une certaine manière, ce dernier cours parle de ça. Vous voyez, la manière dont avec sa femme, il procède est tout à fait de cette nature. C'est-à-dire, il ne va pas prendre en charge ses limites, comme il ne va pas prendre en charge ses limites à partir de ses propres limites, les limites de sa femme à partir de ses propres limites. Non, non. Il fait prendre en charge la relation, parce qu'ils sont en relation. Il fait prendre en charge la relation où des contours sont impliqués par la totalité du champ. Et sans préjuger de rien. Totalement ouvert. Voilà, moi, je retiendrai volontiers ça dans ces situations où l'enjeu de la relation est si important et où c'est si difficile, où on vit tellement de frustration par le retour récurrent, automatique, aux limites de soi-même. Je retiendrai à travers cette histoire la possibilité d'une relation sans contour, sans limite, par la magie même de cet arrière-plan qui, lui, va faire fusionner, vous voyez, faire s'aligner. Regardez comment tout s'aligne, comment les mémoires s'alignent, comment il faut qu'il y ait des découvreurs du miel que lui n'aura pas trouvé pour lui et sa femme. Pourtant, il pouvait l'attraper. Non, non.
ils auront été à proximité, et puis ça fait partie de l'histoire de sa femme. Il faut continuer, il faut laisser ouvert. C'est pareil, le trésor que les fourmis, auquel les fourmis se heurtaient, c'est pas lui qui va aller le déterrer, mais il l'aura marqué, hein, dans son écoute, dans son talent, dans le don d'entendre le langage des animaux, il aura marqué cet endroit. Et puis, et cela va s'accumuler dans les expériences que sa femme fait, sans qu'il ait le moindre contrôle là-dessus, sans qu'il ait à construire la moindre chose. Il n'est qu'à se laisser traverser, complètement ouvert, abandonné à la totalité en action, à travers des mémoires qui sont sollicitées, qui sont mises en mouvement, par sa seule présence intense, par contre, présence extrêmement intense, vous voyez, d'un feu, habité de ce feu-là qui est nôtre quand nous nous mettons en expectative d'un nom, d'une caractéristique de conscience. Voilà, si j'en ai dit assez sur le conte, venons nous questionner et nous ouvrir la perspective de fusionner avec cet arrière-plan. Dans le travail que nous faisons d'appeler, d'invoquer les noms, de recevoir des coïncidences, nous sommes encore dans la dualité. Mais nous voyons un spectacle extraordinaire. Nous voyons des merveilles. Nous approchons les merveilles de l'absolu. Ce sont les merveilles de l'absolu que nous voyons. Et nous sommes dans l'attitude de reconnaître ces merveilles comme de l'absolu et non pas de nous-mêmes. Vous voyez, on est à s'éloigner de cette prétention à s'approprier toutes ces merveilles. On est dans la disposition croissante à reconnaître l'absolu en ses manifestations. Et vraiment, n'est-ce pas en cela que nous aimerions nous fondre, franchement. Et c'est intéressant de se poser cette question. Parce que c'est possible, on sent bien que c'est possible. Si ce travail, et ça vient soutenir un choix, une priorité, un choix prioritaire pour cette conscience absolue. Parce que ça ne tient qu'à un choix, en réalité, de revenir toujours dans nos limites ou de fréquenter cet absolu. Et cet absolu ne vient pas nier les limites, ne vient pas lier les objets. L'océan ne nie pas les vagues. Il les assume pleinement. Donc, il n'y a pas de problème à faire ce choix, à prioriser, si je puis dire, l'absolu. Il n'y a qu'à le fréquenter de plus en plus. C'est ce que nous essayons de faire ensemble. Nous nous stimulons pour cela, hein, en choisissant un nom chaque mois et en venant rendre compte, partager nos expériences là-dessus. Et je pense que j'en ai dit assez. Si vous êtes d'accord, c'est à vous de parler maintenant, de dire ce que vous avez pu vivre avec votre nom. Donc, vous dites le nom qui était le vôtre pour ce mois-ci et ce qui vous est arrivé, ce que vous avez vécu. Et si vous pouvez dire comment ça a pu vous traverser tout à coup vraiment un jour, se fondre avec ça. Parce que c'est la bonne direction. Et ça, on pourrait fondre plus vite peut-être, plus vite qu'on croit. J'ai une question, Jean-Pascal, concernant oui. Le conte, s'il te plaît, avant de passer oui, au oui, témoignage. Ce conte est aussi, enfin, moi, ça m'a posé la question de la transmission, ou quand il est empêché, il a un don et on lui demande on lui dit, si tu en parles, tu vas mourir. Et dans tous ces contes que tu as énoncés pour cette série de Vivre en synchronicité, il y a ce silence. Et moi, j'ai posé une question une fois à quelqu'un qui avait eu tout un parcours chez les Rosicruciens, et je lui avais dit, mais il est temps de transmettre. C'est quoi ce truc de secret? Que c'est une partie d'élite qui ont ça et les autres, ils n'ont pas accès à ça. Il est temps de transmettre. Et on est dans ces temps-là en ce moment, il me semble.
Donc, est-ce que, enfin, moi, ce conte m'amène à comment transmettre quelque chose qui nous a été donné ou un pacte qu'on a fait où on a juré, où on a promis de ne rien en divulguer, tous ces enseignements qui sont donnés. Et donc là, ce conte a un petit peu ce bonhomme face à sa femme, il essaie de lui expliquer. Il lui dit sans lui dire. Est-ce que c'est un parallèle? Comment on peut trouver Ben oui. d'autres façons de transmettre sans dire ce qu'on a reçu ou sans. euh, Voilà, c'est un peu. Je ne sais pas si tu as compris ma question, elle est un peu brouillon, mais. Tout à fait. En fait, la question de transmettre, quand on pose cette question, transmettre, tout de suite, on entend dans les contours. Parce que, regarde, avec notre moi limité, on transmet sans arrêt. On transmet notre moi limité. Et on n'est pas à se dire, on n'est pas à se dire qu'on est en train de transmettre. Mais on ne fait que ça. On transmet notre moi limité du matin au soir. Pourtant, on n'est pas dans la conception de transmettre. Eh bien, il suffit de continuer. Si tu veux transmettre vie, la conscience absolue que tu es, ça se transmettra aussi bien que ton moi conditionné se transmet du matin au soir. Autour de soi, on transmet notre moi conditionné du matin au soir. La transmission est un faux problème. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas poser la question. C'est-à-dire, c'est très bien de poser la question, mais voilà la réponse. Tu vois, une réponse, disons. On transmet du matin au soir. Eh bien, continuons. Et au lieu de transmettre son moi limité, transmettons notre moi absolu. Pour ça, il faut vivre ce moi absolu. Vivons ce moi absolu. Comme nous vivons notre moi limité, vivons notre moi absolu, si je puis dire. Hein. Entendez-le entre guillemets. Vivons la conscience elle-même, vivons l'absolu, et ça se transmettra. Et c'est-à-dire que au moment ponctuel où il s'agit de dire quelque chose de décisif à quelqu'un, par exemple, eh bien, la conscience le fera. Elle répondra. Je pourrais te donner un exemple. Quand j'avais 40 ans, un truc comme ça, mon plus grand chagrin, j'avais un réel chagrin, c'était de partager, de ne pas pouvoir partager ce qui m'avait été donné et qui m'avait sauvé la vie. J'ai été enseigné par un maître qui m'a vraiment ouvert l'esprit quand j'avais 35-40 ans. Et j'étais tenu au secret. Et pour moi, c'était un chagrin de ne pas pouvoir partager ce qui m'avait été si vivant, si précieux. J'étais tenu au secret, donc je ne pouvais rien faire. Et c'est à cause de ce chagrin que soudain m'a été révélée la rencontre avec les contes de fées. Je ne connaissais rien aux contes de fées et un jour j'ai acheté les contes de fées, enfin vous connaissez cette histoire, les contes de fées pour ma belle-mère. J'ai dit à ma femme, lis-moi un pour voir ce que j'offre à ta mère quand même, que je sache un peu ce que je lui offre. Je m'avais acheté les contes de Grimm, une édition complète, un beau livre, etc. Et elle me lit les Trois Plumes et tout à coup ça a été une révélation. Il y avait là ce qu'on m'enseignait, c'est tout, c'était pas compliqué. Donc j'allais pouvoir partager. Tu vois, mon chagrin était une question à la conscience, mon chagrin. Et la conscience m'a répondu. Elle m'a répondu d'une manière totalement improbable. Exactement comme dans l'histoire qu'on vient de voir, c'est tout, il passe, il y a un arbre qui soupire du miel dont il, voilà, qui l'engorge et qui alourdit ses branches, et il entend ça, mais sa femme ne veut pas, donc il continue, puis voilà. Mais ça n'empêche que c'est là, tu vois, ça se fait. C'est-à-dire à la question, au questionnement dans lequel il est, qui est justement de pouvoir vivre son don et sans être harcelé jusqu'à devoir trahir le secret,
à cette question qu'il pose, eh bien, la vie, la conscience, dans l'aventure où il est entré à, à, à emmener sa femme avec lui dans la présence du don, eh bien, tout se fait tout seul. À ce questionnement, des réponses très précises sont données. Moi, cette réponse-là m'a été donnée. Et puis d'autres fois, après a été donnée la réponse d'en faire mon activité. Et je pourrais dire d'autres choses, mais regardez dans vos vies, c'est pareil. Là où vous questionnez de tout votre être, là où notre être, notre vérité d'être est questionnante, la conscience va répondre. Et elle va répondre à travers une qualité. C'est-à-dire, à la qualité d'être qui appelle, l'un répond avec une qualité d'être. Et c'est intéressant de voir quelle qualité répond. Vous voyez, moi j'étais dans le chagrin de transmettre. En quoi les contes de fées étaient-ils la réponse? J'aurais jamais pu. Quelqu'un m'aurait dit, tu sais, Jean-Pascal, tu devrais réfléchir aux contes de fées. Mais quoi, les contes de fées, c'est pour les enfants. Voilà ce que j'aurais balayé ça d'un revers de la main. Mais c'est la vie qui me l'a fait, qui m'a fait accéder à cette réponse. Vous voyez, c'est l'un qui est venu et qui m'a imposé, qui m'a fait cette histoire d'acheter des contes de Grimm pour ma belle-mère et de les faire lire à ma femme. J'aurais pu ne pas demander à ma femme de me lire les contes de Grimm, mais je n'aurais jamais connu les contes de Grimm parce que ça ne m'intéressait pas du tout. Je n'y connaissais rien. Moi, j'avais acheté les contes de Grimm parce que c'était un beau livre, papier Bible et toile éditeur. Vous voyez, il y avait une édition chez Flammarion qui était un beau livre. Tout. Donc, la clé, elle est là, hein, à l'appel de notre être, très précis. C'est un appel de l'infini de la conscience, en fait. Un appel de notre être, un appel de la conscience en notre être, si on peut dire, sur cette terre. L'un va répondre avec une qualité. Et ensuite, ça pourra faire une communion active. C'est-à-dire mon être et l'un en sa réponse, ensemble, vont en communion active procéder. Vous voyez, je suis toujours avec les comptes, hein, ça fait 40 ans. Je continue de procéder avec les comptes. Et ce n'est pas la première importance de ma vie, hein, ce n'est pas la chose la plus importante de ma vie. Mais ça a été donné à l'être. Et regardez dans votre vie, vous verrez la même chose. C'est-à-dire notre être, à un moment dans cette existence étroite, fermée, obscure, complètement bouchée, notre être appelle en vérité. Il appelle d'une façon désespérée, il appelle d'une manière impérieuse, et l'un lui répond. Faites attention à ça. Et il répond avec une qualité d'être. Une des 99 qualités. Et si vous pigez ça, hop, vous pouvez créer une communion active de votre être et de l'un.